Audio. Storybox Audio. Storybox Audio. Hello chers leaders, bonjour, moi c'est Clet Mikolo, vous connaissez déjà ma mission qui est celle de vous ajouter de la valeur en vous aidant à découvrir le leader qui sommeille en vous, à découvrir votre potentiel et vivre une vie heureuse. Je suis avec un invité spécial, il est un mentor pour moi, il est conseiller, formateur en leadership et consultant et aussi entrepreneur. Il aura l'occasion de se présenter. J'ai nommé Coach Silver Boussamba. Bienvenue sur le show, Coach. Bien sûr. C'est un plaisir de te recevoir. Merci encore pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Merci. Alors, rassurez-vous, prenez de quoi noter. Parce que je te cache pas, l'un de mes plus grands regrets à chaque fois qu'on se rencontrait était celui de n'avoir pas l'occasion d'enregistrer nos conversations. Tellement tu es rempli de sagesse. Et à chacune de nos conversations, lorsque je sortais de là, j'avais juste une pensée, mais pourquoi je n'ai pas enregistré tout ce qu'il m'a dit? Merci. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'apprendre de lui, d'apprendre les clés qu'il aura à partager. Et donc, je vous en supplie, ayez surtout de quoi noter parce que vous êtes prêt à participer à une masterclass complètement gratuite en leadership, mais qui transformera votre vie. Alors, coach, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de celles qui nous écoutent? Là, je vais plutôt me présenter en tant que coach. Donc, je suis Silver Boussamba. On va dire formateur, conférencier, coach en leadership et développement personnel. C'est un peu les deux spécialités que j'ai choisies. Et puis, je suis aussi entrepreneur dans ce domaine-là. Voilà, donc j'ai mon propre cabinet. Voilà. Mais en plus de ça, je fais plein d'autres choses. Je suis entrepreneur social. Je suis, on va dire, on appelle ça aujourd'hui tech évangéliste. Voilà, donc je parle de la technologie avec facilité pour permettre aux gens d'assimiler les concepts aussi. Donc, et puis j'ai une longue carrière de plus de 20 ans dans le domaine de l'informatique et les télécoms. Voilà, donc ça me permet de naviguer sur différents tableaux. Voilà. Wow, belle présentation. J'aurais voulu qu'on parle d'entrepreneuriat. Mais vous savez, c'est ma conviction personnelle. Je crois que le monde va mal, non pas parce qu'il manque des entrepreneurs, mais parce qu'il manque des leaders capables de changer, de transformer notre monde. Et c'est pour cette raison que cette interview est basée sur le leadership. La première question que j'ai envie de te poser est celle de savoir c'est qui un leader pour toi et c'est quoi le leadership selon toi? Il faut se rappeler qu'on est dans un monde aujourd'hui qu'on dénomme, on va dire, VICA. V pour volatile, I pour incertain, C pour complexe et A pour ambigu. La particularité de ce monde, c'est qu'on a donc des problèmes complexes. Et ces problèmes complexes ont du mal à trouver des solutions. Il faut donc des acteurs du changement, capables d'adresser ces problématiques-là. On ne peut pas adresser ces problématiques avec une pensée linéaire, parce que la pensée linéaire, elle est séquentielle, étape 1, 2, 3 et 4, et c'est réglé. Voilà. Il y a un certain nombre de problèmes complexes, si on aurait utilisé la pensée linéaire, ben, ils seraient réglés. Non.
Pourquoi? Parce que la pensée linéaire, elle est binaire. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est blanc, soit c'est noir. Alors qu'en réalité, ça peut être gris. Et donc, les problèmes sont de plus en plus complexes. Malheureusement, le système éducatif n'a pas mis à jour sa manière de nous éduquer et a utilisé et continue à utiliser la pensée linéaire. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la pensée non linéaire. C'est la pensée qui fait appel à la créativité, à une grosse capacité d'adaptation, à une capacité à apprendre en permanence. Et donc, il faut reconstruire en fait le socle sur lequel on s'appuie. Et ce socle part d'un autre modèle éducatif où en fait on nous apprend, soit à l'école, soit à la maison, à résoudre des problématiques complexes avec la pensée non linéaire. Et donc pour moi un leader, c'est quelqu'un qui a, on va dire, 3 grands blocs de compétences. Le premier bloc, c'est d'abord une compétence technique, voilà, dans un domaine, voilà, dans un domaine, ou même le domaine dans lequel il veut amener un changement. Il a aussi des compétences qu'on appelle aujourd'hui des soft skills, donc cette capacité à communiquer, à inspirer, à partager, à échanger, à collaborer, coopérer, à avoir de l'empathie. Donc il a ces compétences-là qui sont des compétences qu'on appelle des compétences non techniques. Voilà. Et puis il a ce dernier bloc qu'on appelle les meta-skills. Ce sont donc des compétences de haut niveau, des compétences qui permettent de faire appel à la créativité, la capacité d'apprendre à apprendre. D'accord ? C'est une approche qui n'est plus, on va dire, déductive. C'est une approche qui est inductive. Il rentre à l'intérieur des problématiques sans a priori et il est capable à l'intérieur de comprendre. Parce que la compréhension en leadership est beaucoup, beaucoup plus importante que la connaissance. Malheureusement, avec la pensée linéaire, on fait plus appel à la connaissance. Et en fonction de celle-ci, on dit c'est vrai ou c'est faux, c'est blanc ou c'est noir. Alors qu'avec la compréhension, on peut se rendre compte que c'est gris. Voilà. Alors, avec cette définition que tu as donnée du leadership et c'est quoi être un leader, la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que une personne aujourd'hui peut émerger dans le domaine où elle souhaite évoluer et devenir ce leader qu'il appelle à devenir? Alors, au bout de quelques années, parce que ça fait maintenant 7 ans officiellement que je suis coach certifié John C. Maxwell, mais en 7 ans, j'ai eu beaucoup d'autres influences. Des influences Tony Robbins, des influences d'autres coachs, Simon Sinek, énormément d'influences, Stephen Covey. Et j'ai eu donc l'occasion moi-même de construire aussi mes propres modèles. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous vivons sur un continent africain qui a sa ou ses particularités. Ses propres réalités. Et donc ses propres réalités, ses propres problèmes complexes, même s'il y a certains problèmes qui sont à caractère universel, mais on a nos particularités. Et donc j'ai construit mes propres modèles qui s'inspirent bien sûr des coachs, mais aussi que j'ai, ou des mentors que j'ai, mais avec une adaptation qui correspond plus ou moins à ce que l'on attend dans notre environnement comme transformation. Maintenant, on a besoin de ces nouveaux outils pour justement
arriver à avoir un regard différent, une perception différente. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même... Il y a beaucoup de discussions autour des coachs. On se demande, mais c'est qui un coach? Qu'est-ce que fait un coach? Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Voilà, il suffit juste justement. d'allumer son téléphone, faire un live sur TikTok, sur Facebook, et c'est considéré comme un coach. Alors, je vais apporter ma petite contribution à tout ça. Pour moi, il faut faire la différence entre un consultant et un coach. Un consultant, il s'intéresse au quoi. Qu'est-ce que l'on fait? Donc, si on est un spécialiste dans le domaine culinaire et qu'on va voir un consultant, ben, il est capable de nous aider dans ce domaine-là. Si on est dans la cosmétique, on va voir un consultant, il est capable de nous aider à faire évoluer notre activité dans le domaine de la cosmétique. Donc c'est un spécialiste, c'est un expert en réalité. Un coach, il ne s'intéresse pas au quoi, il s'intéresse au pourquoi. Pourquoi on fait le quoi? Pourquoi on fait de la cosmétique? Pourquoi on fait de l'agriculture? Pourquoi on veut être un politicien? D'accord? Pourquoi on veut porter un programme politique? Donc il s'intéresse au quoi? Il s'intéresse à la motivation profonde. Et par une série de méthodologies et de processus que nous utilisons, notamment ça peut être des questions, on amène l'interlocuteur à voir des choses qu'il ne voyait pas. Ça peut être du fait de son ignorance, ou alors il ne l'ait pas vu, c'est sous un angle mort de son subconscient, à voir des choses. Et quand il arrive à voir ces choses, il rentre dans un état émotionnel. Donc on dit voir influence le être. Et si l'état émotionnel n'est pas l'état émotionnel approprié pour l'aider à réellement avancer dans le domaine dans lequel il veut avancer, on regarde qu'est-ce qui influence justement l'état émotionnel. Donc entre le voir et le être, il y a des croyances. Et on regarde à l'intérieur. Et on questionne les croyances. Et on l'aide à analyser ses propres croyances. Et à faire le tri lui-même. On n'influence pas, c'est lui-même qui se questionne par rapport à ses croyances. Et il peut découvrir que certaines sont limitantes. Et il peut décider d'adopter de nouvelles, peut-être même qu'elles étaient là depuis, mais il n'en avait pas pris conscience. Et une fois qu'il a fait ce réglage sur les croyances, pas nous, on l'a juste aidé, on l'aide maintenant à voir quel est le plan d'action. Parce que le être est le bon, donc la perception est la bonne. Maintenant, il faut apprendre. Il faut apprendre et il faut agir. Donc il y a deux grandes étapes après qui sont importantes. Toute la phase d'apprentissage, c'est là où la capacité d'apprendre à apprendre est importante. Et toute la grande phase d'exécution, où on passe à l'action. Et dans cette phase d'exécution, il y a encore énormément d'assistance qu'on peut apporter, parce que dans notre domaine, et ça c'est quelque chose de passionnant et d'intéressant, plus on fait des erreurs, plus on devient intelligent. C'est extraordinaire. Alors que tout le monde veut éviter les erreurs. Voilà. Donc tout le monde veut éviter d'être intelligent. Donc c'est extraordinaire parce que c'est dans cette partie-là que réellement on grandit. Il y a un adage africain qui dit « Le monde que l'on regarde sur la pointe des pieds n'est pas le nôtre. » Donc imaginez vous êtes derrière un mur et que vous êtes à ce niveau, et si vous mettez sur la pointe des pieds, vous regardez le monde, combien de temps vous pouvez rester à regarder ce monde? À un moment donné, les pieds vont fatiguer, vous allez revenir et il ne vous appartient pas. Donc pour pouvoir posséder ce monde, il faut grandir. Et donc justement, c'est dans ce processus-là que nous nous inscrivons. On aide
on aide les personnes à grandir. Et on investit justement sur eux pour les voir grandir. Le retour sur investissement de l'investissement que l'on fait, c'est de voir ces personnes-là être épanouies. C'est de voir ces personnes heureuses. Parce que ce qu'elles obtiennent dans la vie, c'est le succès. Mais si ce qu'elles ont obtenu, elles sont en accord avec ça, ben, elles sont heureuses. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on obtient et qui ne nous rendent pas forcément heureux. Alors, tout à l'heure, tu as fait mention des croyances. Et en lisant des livres, en faisant des recherches sur le leadership, j'ai fini par comprendre que si beaucoup d'entre nous ne deviennent pas des leaders, c'est à cause des croyances qu'on a acceptées. Et on nous a fait croire que le leadership était réservé à une catégorie de personnes, aux personnes diplômées, aux personnes, je ne sais pas, avec une certaine couleur de peau, certains traits de caractère. Comment est-ce que toi, en tant que coach, tu pourrais aider ou emmener une personne à changer ses croyances pour qu'elle accepte qu'elle est évidemment appelée à faire avancer le monde dans un domaine bien spécifique? Alors, j'utilise un outil qui est le mien, que j'appelle la roue des 5 talents. C'est 5 talents qu'il faut pouvoir développer pour justement faire grandir progressivement son développement personnel, parce que pour moi, le leadership n'est qu'une phase dans le développement personnel. Voilà. Tout commence par, effectivement, le développement personnel. Une envie, un souhait de devenir plus, de faire plus, de réaliser plus. En fait, il y a un autre outil qui s'appelle les niveaux de l'éveil, qui replace en fait l'homme. L'homme se retrouve au centre d'un ensemble de problèmes. Nous sommes en réalité encerclés de problèmes. Et on a plusieurs attitudes. L'attitude au premier niveau de l'éveil, c'est de se plaindre. C'est d'accuser quelqu'un. Voilà. C'est de pointer du doigt une autre personne sauf soi-même. Quand on est dans cette phase, on dit qu'on est dans la victimisation. Donc on est une victime de ce qui nous arrive en réalité. Le deuxième niveau, soit on a touché le fond avec la victimisation, soit alors quelqu'un est venu nous rattraper et nous dire « mais tu es capable de », et on a commencé plus à avoir confiance en soi, mais à avoir confiance en cette personne. Et on s'est dit, oui, mais pourquoi pas, je veux bien essayer. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se sent capable, au fur et à mesure, d'être plus, de faire plus, de réaliser plus dans sa vie. Et là, on passe au deuxième niveau, on passe à un niveau où on prend désormais le contrôle des situations et des problématiques qui nous encerclent. Finalement, elles nous effrayaient au départ et nous étions paralysés et nous crions à l'aide. Et puis au deuxième niveau, on se dit, je vais les affronter. Et quelque part, il y a eu un changement déjà de paradigme là, où on commence à voir des problèmes désormais comme des opportunités de croissance. Mais il va arriver à un moment donné que ces problèmes pour lesquels on se sent confortable dans la capacité à pouvoir les résoudre, on va tomber sur des problèmes qu'on ne pourra pas résoudre. Et c'est à ce moment-là qu'il peut se passer deux choses. Soit on repart dans la victimisation, soit alors on se pose la question, qui peut les résoudre? Et dans le qui, parce que quand quelqu'un fait face à la maladie, il ne peut pas juste prendre sa main, aller à l'intérieur de son corps et se guérir tout seul. Voilà, il a besoin de quelqu'un d'autre. Le qui
fait intervenir quelqu'un d'autre. Et c'est dans ce quelqu'un d'autre qu'il va découvrir en réalité que, et ça c'est au 3e niveau, il faut qu'il abandonne cette idée de résoudre lui-même ce problème. Et là, il faut qu'il cherche qui peut l'aider. Et là, cette autre personne, il doit créer un lien. Il doit avoir une relation avec cette personne. Parce que le leadership aussi, c'est de la gestion des relations. Donc, il rentre en relation avec quelqu'un. La base de la relation, c'est la communication. Et il doit pouvoir communiquer suffisamment efficacement pour installer un lien de confiance. Voilà. Ce lien de confiance va permettre justement de faire circuler de la valeur. On va pouvoir échanger de la valeur. Il y a différents types de valeurs. La valeur, les valeurs humaines, il y a de la valeur économique. Mais peu importe, on va échanger sur la base d'un lien de confiance. Et puis, il peut arriver que même un homme ne puisse rien, alors on s'en remet à Dieu pour pouvoir justement adresser la problématique auquel on fait face. Donc ça, c'est les différents niveaux de l'éveil. Donc dans l'outil que j'ai conçu, on commence par le développement personnel. Et puis, on peut aller dans différentes entrées. Il y a 4 entrées. Voilà. On peut commencer dans la partie technique, c'est-à-dire que on ne sait pas comment justement faire appel à une technique bien particulière pour résoudre la problématique. Alors, il faut apprendre une technique bien particulière. Si on fait face à un véhicule en panne, ben, il faut apprendre un tout petit peu à réparer son véhicule. Ou bien, on est dans une activité commerciale, on fait des crêpes par exemple, et on veut devenir entrepreneur et faire des crêpes et les vendre. Ben, il faut apprendre à faire des crêpes. Ben, pas juste des crêpes basiques, hein, vraiment celles qui ont du goût, qui sont appréciées par les clients pour qu'ils en redemandent. Voilà. Et donc on apprend et puis on se perfectionne. Et puis on sait faire 50 bonnes crêpes. Si jamais on vous demande 1000 crêpes, vous serez capable de... Ça, c'est difficile de faire 1000 crêpes et de s'assurer qu'on a la même qualité. Alors, on va passer à un autre niveau qui s'appelle le management. Donc, on va gérer beaucoup plus de ressources. Voilà, donc management, c'est aussi la gestion de ressources. C'est aussi de l'organisation qu'on va mettre en place. C'est toute la planification, l'exécution qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir produire 1000 crêpes. Voilà, donc on va avoir plus de personnes, on va avoir plus de ressources matérielles, matières et autres choses à gérer, financières. Et on va donc rentrer dans une autre dimension systémique. Donc il faut arriver à construire un système pour arriver à produire 1000 crêpes avec le même goût, qu'ont aimé les clients qui ont apprécié les 50. Et là, dans ce processus-là, on pense qu'on a atteint le niveau de croissance et de performance le plus élevé. Non. L'être humain est capable de faire des choses extraordinaires du moment qu'il y met du sien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, y mettre du sien? On dit généralement, il y met son cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, y mettre son cœur? Ça veut dire qu'il y voit un intérêt. Il y voit un intérêt suffisamment important pour qu'il se donne encore plus. Et là, on rentre dans une autre dimension de la relation qui était juste, on va dire, mercantique avec le management. Et on rentre dans une dimension de relation professionnelle toujours, mais qui peut être aussi personnelle, qui éveille, qui réveille, qui développe au sein d'une personne une énergie. Parce qu'en réalité,
quelque part, quand on se posait la question, mais pourquoi le coach s'intéresse au pourquoi? Parce qu'en fonction du pourquoi où vous êtes connecté, il y a une énergie. Alors, il y a un pourquoi qui vous donne du 120 volts, il y a une autre qui vous donne du 1000 volts, il y a une autre qui vous donne de 10 000 volts. Donc, en fonction de vos pourquoi, vous pouvez avoir une énergie. Et c'est avec cette énergie que vous allez utiliser vos outils, les outils techniques, les outils de management, même les outils de leadership. Et puis, il y a une dimension aussi dont on ne parle pas souvent, c'est la spiritualité. Alors, je ne sais pas si tu as fait le même constat que moi, parce qu'au premier niveau, tu as fait mention du développement personnel. Mais j'ai remarqué que très peu de personnes, dans notre contexte africain, gabonais, aiment se former, aiment la lecture. Et il y a d'ailleurs cette citation, à tort ou à raison, qui dit que si tu veux cacher la vérité noire, mets-la dans un livre. Alors, comment aider des personnes qui ont du mal à apprendre, qui ont du mal à payer le prix pour se former? Déjà, je pense que c'est culturel. C'est culturel. Ça veut dire qu'en réalité, d'une maison à une autre, parce que apprendre à lire, en réalité, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend à la maison. En réalité, on est enfant, et quand on est enfant, on apprend en regardant. Voilà. Et donc, si on a vu nos parents, justement, ouvrir très fréquemment des livres, on finit par être intéressé par les livres. Mais malheureusement, beaucoup de familles n'ont pas eu cette belle habitude. Et ça s'est répercuté sur les générations suivantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, très peu de gens lisent. Et moi, j'insiste dans mes programmes pour ramener les gens vers la lecture. Pourquoi? Parce que je leur dis, en fait, qu'un livre, comme l'a dit un jour un de mes patrons, c'est une autre personne intelligente qui te parle. Et en fait, ça peut être un monologue, mais c'est un expert ou un amateur dans un domaine bien particulier qui nous partage ce qu'il a appris. Et il a fait ce travail de condenser. Quand on rentre dans un exercice d'écrire un livre, je sais que tu sais de quoi je parle, puisque tu as écrit ton premier livre il n'y a pas longtemps. C'est un exercice difficile d'arriver à synthétiser toutes ces connaissances, les structurer et les rendre, on va dire, digestes. Voilà. Ouais. Et donc, c'est un exercice difficile. Il a fait cet exercice pour nous, quelque part pour nous rendre la vie facile. Et il nous partage des secrets, des connaissances, des choses qui vont être utiles. Et quelque part, ça fait partie des bonnes personnes. Parce que je pars du principe qu'on évolue dans la vie par la rencontre des bonnes personnes. Et il y a plein de bonnes personnes dans ces livres qui ont cette belle intention de vouloir nous faire grandir dans un domaine particulier. Et pourquoi se priver de toute cette richesse qu'ils ont à partager? Et quand on regarde la chose ainsi, on se dit, ah tiens, je ne peux pas rencontrer Bill Gates, mais par contre, je peux acheter un de ses livres et savoir de quoi il pense. Qu'est-ce qu'il pense sur un sujet, Warren Buffett, et bien d'autres, chez Anta Diop, voilà, on parle beaucoup de cette africanité qui est très proche de l'égyptologie et ainsi de suite, mais il en retourne de quoi? Il faut lire. Il faut lire ce qu'il a écrit, il faut lire ses livres. Pour en savoir beaucoup plus. Et on va découvrir cette richesse. Et chacune des richesses que l'on acquiert en lisant des gens, des amateurs, des gens intelligents, des gens sages, nous aide à évoluer. Donc quelque part, on est tellement en attente de quelque chose pour grandir, alors que toutes ces choses sont dans les livres. Sont là, parce qu'on rencontre juste quelqu'un, en fait.
quand on ouvre un livre. Tout à fait. Quelqu'un a dit qu'il se peut que les solutions aux problèmes que tu es confronté se trouvent dans un livre que tu n'as jamais lu. Alors, tout à l'heure, tu as fait mention du qui. J'aimerais savoir, est-ce que tu fais allusion à un coach ou à un mentor? Lorsque tu parles de cette personne qui pourrait aider et emmener une autre personne à se découvrir, à se développer et à devenir leader. Ça peut être n'importe qui. C'est ça la beauté de la vie, parce que c'est pas le coach, le mentor qu'il faut chercher, c'est quelqu'un qui peut t'aider. Maintenant, après, il peut être coach, mentor ou rien du tout. de tout cela. Ouais. Voilà. C'est de se dire, si les autres personnes sont là, sur Terre, utiles, et se rendent utiles, c'est qu'elles ont un rôle à jouer. Et peut-être qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans la résolution du problème que tu souhaites adresser. Alors, on rentre en connexion avec une personne. Ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ton voisin, ça peut être un collègue au travail. Après, de cette relation, il peut naître quelque chose comme du coaching. De cette relation, il peut naître quelque chose comme le mentorat. Ouais. Vous voyez? Mais il faut déjà avoir cette idée de se dire, ok, j'abandonne cette obstination à vouloir résoudre seul. Je n'y arrive pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans ce domaine-là? Mon véhicule en panne, j'arrête de prendre les tournevis et toutes les clés. Est-ce que je peux appeler quelqu'un, un ami qui s'y connaît un peu, un garagiste, pour que j'arrive à résoudre? Vous voyez que ça a l'air insignifiant, mais c'est déjà ça le leadership. Tout à fait. Maintenant, juste là c'est... il y a ce concept que les gens appellent, qu'ils abordent, qu'ils ont développé sur la vulnérabilité. Est-ce que le fait de vouloir demander de l'aide serait pas de reconnaître, écoutez, je peux pas, j'ai besoin d'aide. Et la question que j'ai envie de poser, c'est, on vit dans un monde où, c'est le constat que j'ai fait, les gens ont peur de tisser les relations, que ce soit pour apprendre, pour réussir, etc. On veut évoluer seul parce qu'on a peur, on a été déçu, on est abusé, peut-être par une personne qu'on faisait confiance précédemment. Et de l'autre côté aussi, parce qu'on parle du leadership, il y a des personnes qui ont peur de transmettre ce qu'elles savent à d'autres personnes. Quel est ton regard face à cette problématique? Des personnes qui ont peur de tisser les relations, mais également d'autres qui ont peur de transmettre ce qu'elles savent à d'autres. Je pense que je suis passé personnellement par les deux phases. La phase où j'avais peur d'aller vers quelqu'un d'autre pour m'aider face aux problématiques auxquelles je faisais face. Et quelque part, c'est toujours une question d'énergie. Qu'est-ce qui me pousse à aller vers cette personne? Est-ce que ce qui me pousse est beaucoup plus grand que moi? Si c'est beaucoup plus grand que moi, il n'y a rien qui va nous arrêter. Rien. Et vous voyez pourquoi c'est important le pourquoi. À quoi on est connecté. Si on est connecté à du 120 volts, c'est pas pareil à du 1000 volts. Si on a un pourquoi de 1000 volts, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a une dimension, je vais y revenir, la dimension spirituelle. Je dis, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité nous tourne vers un questionnement. Un questionnement sur un certain nombre de questions métaphysiques. Pourquoi on est là? Où on va? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Et puis, on peut aboutir sur, on va dire, 3 voies. Il y a la voie qui n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est une voie purement matérielle,
ben, je suis là, je suis un humain, je dois m'en sortir. En anglais, on dit just make a living, c'est-à-dire que je dois gagner mon pain, voilà, je vais vivre, voilà. Et donc, on choisit cette voie. On est tous passés par là, on a fait notre carrière, ainsi de suite. Et puis, il arrive à un moment donné, ça n'a plus de saveur. Ça n'a plus de saveur, on ne comprend pas, on fait cela, mais ça ne nous apporte plus rien. On ne ressent rien, plus rien. Aucune connexion entre ce qu'on fait et qui nous sommes. Et on commence à se poser des questions, on s'étonne, on dit mais qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, on commence à faire un voyage intérieur et ça peut nous faire aboutir dans la spiritualité sur 2 grandes voies. L'une des voies, c'est la mission. C'est-à-dire, on se sent finalement appelé à faire quelque chose. Voilà. Et l'autre voie, c'est la vocation. On se sent appelé à être quelqu'un de particulier. Ouais. Et vous voyez que quand on est appelé à une mission ou à être, l'énergie, elle est très 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 pure, très très puissante. Quand on est connecté à ce type d'énergie, on n'a pas peur du tout d'aller vers quelqu'un d'autre et de demander de l'aide. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure de vulnérabilité. On n'a pas peur d'être vulnérable. Il y a un adage africain qui dit quand 2 personnes tirent une corde, c'est la personne qui lâche qui ne tombe pas. Vous voyez, on a tellement été habitué à tirer jusqu'à faire tomber l'autre que quelque part, on se rend compte qu'en réalité, en lâchant, on ne va pas tomber. En abandonnant, en se lâcher prise. Finalement, je ne suis pas fort parce que j'ai tiré et fait tomber l'autre. Je suis fort parce que j'ai lâché. Et c'est une autre perspective. Vous voyez ? C'est pour ça que je sais qu'on va y arriver sur le monde qui change, sur ce monde qui est particulier. Et je vais revenir sur l'assertion que je vais faire tout de suite. Le monde est de plus en plus intelligent, mais de moins en moins sage. Et on va y revenir. Alors, quelqu'un a dit que le leadership commence lorsqu'une personne découvre sa mission de vie. Et tout à l'heure, tu as dit justement qu'il faut faire ce changement, ce shift de just make a living au pourquoi. Pourquoi j'existe. Dans ton expérience, comment ça s'est passé et comment tu as vécu ce changement? Tu as quitté le monde des télécoms, tu avais un bon emploi, tu avais un bon salaire. Comment tu as eu le courage de quitter cet emploi et commencer à poursuivre ta mission, ce que tu fais aujourd'hui? Alors c'est exactement comme l'adage en réalité. On est connecté à ce monde matériel. Et on fait comme tout le monde, tous les humains sur Terre. On doit s'en sortir, on doit avoir un toit, on doit s'habiller, on doit s'occuper de sa femme, de ses enfants, ainsi de suite. On a des responsabilités. Et puis, on fait sa carrière, on arrive à un niveau très élevé, où on est plus ou moins nanti. Et je ne sais pas, il se passe un phénomène, à un moment donné. Je ne peux pas le dire que ça se passe pour tout le monde, puisque il y a d'autres qui continuent là-dessus. Il y a un truc particulier qui se passe en vous, c'est que vous ressentez une envie de vous déconnecter de ce monde et d'aller vers l'inconnu. Alors au début on essaye de se dire
c'est de la perturbation, il faut revenir sur les rails, il faut avancer. C'est quoi ces choses qui nous dérangent pendant qu'on est en train d'avancer. Et puis ça s'intensifie. Et après, quand on insiste à toujours s'accrocher, ça arrive avec des malaises. Alors moi, c'était des malaises profonds. Je ne trouvais plus le sommeil. Je souffrais quasiment d'insomnie. Et j'étais en malaise permanent. Je n'étais pas bien dans ma peau. Et finalement, quand on commence à s'intéresser à ce que l'on refuse, et de se dire, bon, et si j'y prêtais un tout petit peu attention à ces idées un peu saugrenues de tout lâcher et d'aller faire quelque chose, mais faire quoi? Faire quoi? Ouais. Voilà. Quand on commence à se poser des questions, ça commence à ouvrir une porte où on foisonne d'idées, on foisonne d'énergie, on a envie, on est plongé dans son imagination. C'est extraordinaire. C'est un moment particulier qui fait qu'à un moment donné, on sort de là suffisamment fort, nourri par cette énergie avec laquelle on s'est connecté. Et là, ça nous donne cette force-là de tout lâcher. De tout lâcher. Et de se mettre dans ça. Mais je peux te dire une chose, quand on vit dans cet autre domaine aussi, c'est particulier. C'est pas un long fleuve tranquille non plus. Mais une chose est certaine, c'est que on vit sa vie, on part d'exploit en exploit, mais sans que ce n'ait été programmé, sans que ça n'ait été planifié. C'est comme si on repartait en mode téléguidé par quelque chose de plus grand que nous. Et là, maintenant, on est en train d'exécuter des choses. Et on est surpris des résultats que ça donne. Mais on se retrouve tout de même dans un environnement quand même aussi difficile. Parce que d'un côté, ça nous épanouit, ça nous rend heureux. Donc on n'a pas envie de lâcher. D'un autre côté, il y a énormément de pression. Je pourrais même dire que c'est des pressions à un niveau, on peut parler de transcendance. Voilà. Des pressions au niveau spirituel? Oui, oui, où on sent le poids de la responsabilité que l'on a sur un domaine bien particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir. Parce que tout ce qui est du domaine de la spiritualité nous emmène à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, à une quête de sens. Voilà, on cherche le pourquoi, le sens de chaque chose pour soi-même. Maintenant, après, on peut mettre dessus des religions, voilà. Mais le plateau, d'abord, c'est la spiritualité. Voilà. Et quand on évolue dans la spiritualité, on grandit dans une forme de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on est déjà intéressé par ça. Vous voyez, je prends un exemple qui va encore dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, que le monde est de plus en plus intelligent, de moins en moins sage. Et je vais prendre un autre adage africain qui dit « La poule peut renverser la calebasse, mais ne peut pas la remplir. » Donc il y a une mentalité de gens qui peuvent détruire des choses, mais ils ne peuvent pas les reconstruire. Oui. Avec l'intelligence, on peut faire plein de choses, belles comme mauvaises. Mais il faut aussi des gens sages pour arriver à préserver cela et à reconstruire aussi quand c'est détruit. Et donc, quelque part, on est alimenté par ça, on est à la recherche de ça, on est à la recherche de la sagesse.
Je ne sais pas pourquoi ça a pris une importance particulière. Une fois qu'on entre dans cette voie de la spiritualité, on est à la recherche de la sagesse. Alors, je comprends ce que tu as partagé lorsque tu disais que je crois que, je ne sais pas si lorsqu'on commence cette quête-là, moi je l'ai vécu lorsque, en regardant autour de moi, et un jour je me suis dit, si c'est ça la vie, autant mourir. Et c'est à ce moment que je commençais à me poser des questions pour savoir, mais pourquoi je suis venu sur la terre? Quel est mon rôle? Quelle sera ma contribution? Et c'est à ce moment que j'ai trouvé l'importance pour de chaque être humain de découvrir sa mission. Et il y a un livre qui m'a particulièrement marqué, qui est intitulé Les 5 regrets des personnes qui sont sur le point de mourir. C'est une aide-soignante qui raconte, en fait, elle a accompagné des personnes qui sont sur le point de mourir avec des maladies graves. Et l'un de leurs regrets, c'est le fait de n'avoir pas accompli ce qu'ils auraient vraiment voulu accomplir, c'est-à-dire leurs rêves et leur mission de vie. Et tout à l'heure, tu as parlé justement des personnes qui ont, si vous êtes marié ou si vous avez des enfants, vous avez des charges avec vous, et effectivement, ce sera difficile d'abandonner ce monde-là et commencer à poursuivre votre passion, votre rêve, parce que ce n'est pas tout de suite que vous aurez de l'argent. Alors, la question que j'ai envie de te poser est celle de savoir, parce que lorsque je regarde à ton organisation, à ce que tu fais particulièrement au travers de l'école 241, je suis tenté de dire quel est le prix que tu as payé, que tu continues de payer pour être ce leader qui ne cesse de grandir. Et par-dessus tout, il y a des résultats concrets que tu as. D'abord, le premier prix, c'était mon emploi et donc mon ancienne vie. Voilà, parce que derrière cet emploi, il y avait toute une vie derrière, très riche. Voilà. Pour moi, ma femme et mes enfants. En quittant cet emploi, j'ai accepté de mettre un terme à ce style de vie aussi. Voilà. Deuxième grand sacrifice, en partant, j'ai eu ce qu'on appelle un package de départ. Et j'ai mis les 3/4 de ce package de départ dans le social. Alors, quelques amis m'ont dit, mais si ça va dans le social, ça ne reviendra jamais. Mais je ne sais pas, c'était la seule chose que je voulais faire. Et je l'ai fait. Et donc, sur la première promo, la deuxième promo, les deux promos ont asséché complètement tout ce que j'avais aimé. Et donc, j'avais plus rien même pour vivre. Mais j'étais toujours heureux. J'étais toujours heureux de faire ce que je faisais. C'est à partir des autres promotions que sont arrivées d'autres facilités qui nous ont permis de devenir stables. Mais les deux premières promotions, c'est un sacrifice personnel, financier, de toutes mes années de travail que j'ai mis là-dedans pour faire décoller cette organisation. Et sans parler des heures de travail où on se donne à fond. Et on dormait ici avec les apprenants parce que on croit en quelque chose qui est plus grand que nous et on est convaincu que on est capable tous ensemble de toucher cette chose, de la toucher, voilà, donc de la rendre même matérielle. Elle est encore, on va dire, peut-être spirituelle, mais on est capable de la rendre matérielle. Et ça, on l'a vu. Et quand on le voit, et quand on voit tout ce qui se passe après, c'est comme un pansement pour tous les moments difficiles qu'on a traversés.
Une question à cœur ouvert. À cœur ouvert. Tu t'es payé combien? À peu près combien ton salaire lors de ton dernier emploi? J'avoisinais les 14 millions de francs CFA par mois. 14 millions de francs CFA par mois que tu as abandonné du jour au lendemain pour te lancer dans ta mission de vie. Oui. Waouh. Alors, et est-ce que ta femme t'a soutenu? Ton épouse que je connais d'ailleurs. Alors, c'est mon soutien numéro un. Voilà, c'est mon soutien numéro un. Et elle voulait juste s'assurer que j'étais bien certain de vouloir tout abandonner. Et elle m'a soutenu. C'est juste pas possible de faire ça sans le soutien de sa femme. C'est pas possible. Sinon, tout se disloque après. Tout à fait. Alors, une question par rapport au choix du conjoint. C'est une parenthèse, on ne parle pas de mariage. Mais je crois qu'il est important de demander pour ces jeunes qui sont appelés à devenir leaders, comment est-ce qu'ils choisiraient leur partenaire de vie? C'est très difficile en réalité. Et c'est pour ça que même ça, c'est une dimension spirituelle, je pense. Pourquoi? Parce que vous pouvez être sur la voie que j'appellerais la voie du matérialisme, de la société de consommation dans laquelle on vit, que votre femme vous suivrait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire parce que vous êtes dans votre carrière, elle est avec vous. Vous travaillez. Il ne faut pas oublier que 3/4 des séparations de couples viennent d'abord de problèmes d'argent. Voilà. Donc, le jour où vous choisissez la voie intérieure, la voie spirituelle, où vous découvrez une vocation, une mission de vie, c'est pas tout de suite que cette activité va vous permettre d'être stable, et peut-être même pas aussi stable que vous l'étiez avant. Est-ce qu'elle vous suivra sur cette voie? Voilà. Donc, la femme que vous avez peut-être épousée aujourd'hui ne vous suivra pas sur la deuxième voie. C'est une chance que j'ai d'avoir ma femme sur la deuxième voie avec moi. Waouh. Alors tout à l'heure tu as parlé de l'importance du social, et pour avancer, j'aimerais savoir comment bâtir cette organisation à but social. En réalité, quand je parle du social, c'est beaucoup plus que juste, en réalité, le social dont on parle habituellement. Quand je parle du social, je parle de la vision. La vision, je vais lui donner 3 étages. Le premier étage, c'est l'étage social. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on rentre en relation avec les gens. On rentre en relation avec les gens. Et quand on rentre en relation avec les autres, on échange des valeurs sociales. Amour, amour, respect, respect, considération, considération, écoute, écoute. Mais de manière basique, les êtres humains, quand on les met ensemble, voilà ce qu'ils échangent. Il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Et il y a énormément d'outils que nous possédions en tant qu'Africains. Et sur ce sujet, j'ai été choqué lors de mes lectures. Ces dernières années, je lis énormément sur la transformation des pays. Et donc, je lis sur la transformation de Singapour, je lis sur beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, je lis sur Dubaï. Et j'ai lu un livre sur de Cheikh CEO, qu'on appelle le Cheikh bin Rachid Al Maktoum, Mohamed bin Rachid Al Maktoum, qui est le roi de Dubaï, de l'émirat de Dubaï. Et j'étais choqué, mais vraiment profondément bousculé, de me rendre compte qu'en réalité, il y a 3-4 choses
qui revenaient comme modèle dans toutes ces transformations. D'abord, la première, c'est que la transformation est culturelle, à partir des outils culturels. Alors, des fois, quand on parle de leadership, on se dit, ah tiens, c'est un mot consonance anglophone, donc ça vient d'un environnement anglophone. Non, en réalité, quand on regarde comment des organisations humaines ont réussi à construire des environnements aussi grandioses, on se rend compte que c'est parce qu'il y avait d'abord cette dimension sociale. C'est-à-dire, par exemple, chez les Al Maktoum, ils ont utilisé une tradition qu'ils ont depuis des millénaires chez des familles arabes, d'avoir ce qu'on appelle un majlis. Et un majlis, c'est un peu comme chez les Bantous, un corps de garde, où on vient exposer les problèmes, les plaintes, les difficultés, les idées, mais plein de problèmes, c'est pas un problème en réalité, ça peut être des opportunités, ça peut être des projets. Ouais. Et donc, finalement, ayant été confrontés à de très grosses difficultés, ils ont su s'appuyer sur leur peuple pour pouvoir avoir des idées, des projets, qui sont des fois arrivés sous forme de plaintes ou de préoccupations. Et ensemble, ils ont pu mobiliser leurs énergies, leurs intelligences pour les adresser. Alors le Dubaï que l'on voit aujourd'hui n'est que à l'origine, quand on regarde à l'origine, un tissu social qui s'est créé. C'est ça l'origine. Mais le deuxième étage de la vision, c'est la dimension économique, où on échange de la valeur économique. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau social, on crée déjà la confiance par l'échange de valeurs humaines. On en a parlé, l'amour, le respect, ainsi de suite. Quand on échange ces valeurs humaines, les gens sont prêts à mobiliser leur potentiel pour qu'ensemble on crée une valeur économique qu'on va pouvoir échanger sur un marché économique. Et après, on peut redistribuer. Donc, si on n'a pas ce socle social entre nous, on va avoir du mal sur la dimension économique. Parce que on va oublier qu'en réalité, on le fait de manière économique pour le social. Tout revient au social. C'est pour que les gens soient heureux. C'est pour ça que quand on parle d'économie, j'ai ma propre définition de l'économie. Je dis l'économie, c'est la plus belle chose que les êtres humains ont inventée pour prendre soin les uns des autres de manière mutuellement profitable. Et quand on parle de politique, on parle de bien-être. Oui, mais on parle aussi de gestion du bien commun. Vous voyez, ça ramène toujours au social, mais pourtant, ça a été complètement occulté. On ne regarde que l'économique. Mais quand on lit les histoires, on va en profondeur des histoires, on comprend que c'est d'abord le social. Et on est donc dans un pays qui a cette aspiration de se développer sur le plan économique, mais l'aspiration de se développer doit nous emmener à construire nos fondamentaux, de les appuyer sur le social. Alors, deux questions ou trois questions qui sont étroitement liées par rapport à ce que tu as abordé. La première question que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a de l'argent dans l'entrepreneuriat social pour ceux et celles qui aimeraient se lancer? Et la deuxième, qui est la plus sérieuse, comment est-ce qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat social ou en créant une association, une ONG, comment est-ce qu'un individu pourrait développer son leadership? Alors, dans le social, il y a énormément d'argent. Maintenant, il faut savoir que cet argent, il est donné parce qu'on cherche de l'impact social. D'accord. Il y a des institutions, il y a des fondations
il y a des philanthropes, il y a énormément de gens ou d'organisations qui mettent de l'argent dans le social. Et leur objectif, faut pas le perdre, faut pas se perdre dans leur objectif. C'est l'impact social. Et derrière cet impact social, il veut voir des vies transformées. Ouais. Mais c'est plus facile dans l'économique, parce que dans l'économique, on peut dire qu'on a vendu tant de produits, voilà le chiffre d'affaires qu'on a fait. Mais est-ce qu'on a eu des clients satisfaits? C'est pas pareil. Alors que dans le social, on est contraint de satisfaire les gens. Parce que c'est ça qu'on évalue. On est évalué à notre capacité à emmener cette satisfaction-là. Donc, c'est beaucoup plus contraignant que l'économique. On est beaucoup plus tourné vers les résultats que l'économique. C'est beaucoup plus difficile parce que on fait face à la nature humaine qui n'est pas aussi très facile. Donc, oui, il y a de l'argent, oui, mais c'est plus difficile d'atteindre les résultats. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un réel engagement. C'est pour ça que je ne veux pas que les gens viennent dans le social parce qu'il y a de l'argent. Ouais. Sinon, ils vont aller d'écueil en écueil. Certes, ils vont devenir plus intelligents au fur et à mesure, mais ils vont brûler de l'argent qui n'est pas le leur. Et beaucoup d'espoir derrière. Je pense que quand on vient dans le social, c'est qu'on est capable de faire cette chose extra que ne ferait pas l'entrepreneur purement business. On fait beaucoup plus que l'entrepreneur business. Parce que on va à la quête de la satisfaction. Et quand elle est là, non seulement on est heureux, le partenaire qui a mis les moyens aussi est heureux et a envie de continuer à nous accompagner. Maintenant, il y avait le deuxième... Comment est-ce qu'un individu pourrait développer son leadership dans ce domaine? Alors, il y a plusieurs pans de l'économie qu'il faut développer. Et tout naturellement, on pense toujours à se lancer dans l'entrepreneuriat purement business et de se dire, ok, je vais développer ce pan. Mais en réalité, poser la question à tous les entrepreneurs, ils vont se rendre compte qu'il manque tout un écosystème quand on arrive dans un domaine. Et tout cet écosystème qui manque nous fait faire énormément de choses en périphérie avant de faire ce qui doit être fait dans le centre même pour lequel on a créé son entreprise. Alors, on a soit le sentiment de perdre du temps, parce qu'on travaille beaucoup en périphérie, mais quelque part, tout ce travail en périphérie aurait pu être fait sur un plan social. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de véhicules, enfin de compagnies. Aujourd'hui, il y a une compagnie qui fait dans le VTC. Voilà. On peut prendre, appeler un taxi, et ainsi de suite. Il y en a de plus en plus. Mais ils ont besoin de quoi? De véhicules et de chauffeurs bien formés. Des fois, il faut le financement pour trouver les véhicules et il faut trouver les chauffeurs. Mais ils ne seraient pas contre ces entreprises-là de pouvoir travailler avec une organisation qui crée un programme pour former des chauffeurs qui pourraient déjà avoir un véhicule, et même les véhicules, on pourrait aller les chercher ailleurs. Vous voyez, c'est un écosystème qui va venir nourrir justement cette entreprise qui, elle, est en train de chercher à former, ainsi de suite, alors qu'elle ne devrait pas faire ça. Elle devrait juste recruter et déployer. Vous voyez, c'est cela, en fait. Mais ce sont des aspects qui ne sont pas vus.
vraiment l'apprentissage du leadership qui m'a fait voir tout le pan du social qui est immense et qui est quasiment invisible, alors que c'est le socle sur lequel en fait tout l'économique peut se développer. Voilà. Alors, on s'achemine vers la fin, mais avant, tu as mentionné je crois tout à l'heure, tu as parlé de comment est-ce que les pays des Émirats ont réussi à se développer. Et je crois que c'est à cause de la qualité des leaders qu'ils ont eus. Si tu devrais noter les leaders africains sur 10, quelle note donnerais-tu? Ben, ce serait difficile déjà de les noter sur 10, hein, parce que le leadership a différents niveaux. Donc il faudrait prendre chacun dans son niveau et essayer de les noter. Donc c'est un exercice très complexe. Difficile, très complexe, ouais. Mais je reviendrai sur l'assertion que je partageais tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de gens intelligents et de très peu de gens sages. Je dirais, c'est une invitation à ramener les Africains vers la sagesse. On dit, celui qui est rentré dans une chambre obscure peut au moins dire où se trouve le lit. Vous voyez ? Et c'est tout ça. Même aujourd'hui, j'ai décidé de me connecter à plus de sages africains pour apprendre de nos histoires, de nos contes, parce qu'en réalité, il faut un ancrage fort africain et se développer à partir de là. C'est cette solidité qui peut nous permettre de grandir. Donc, si le monde sur lequel qu'on regarde sur la pointe des pieds n'est pas le nôtre, mais qu'on se met à grandir, qu'est-ce qu'on mettrait pour grandir ? Ben, c'est cet ancrage culturel. Et il faut s'inscrire dans la continuité. Quand je regarde les pays d'Asie du Sud-Est, Dubaï, Singapour, la Côte d'Ivoire et plein d'autres pays, c'est la continuité. C'est un élément important de pouvoir continuer, de ne pas recommencer. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on peut juger que ce n'est pas terminé, que l'on peut faire plus, mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il faut s'appuyer là-dessus pour avancer. Voilà. Et si on peut dire une chose qui est commune à tout ce que j'ai lu dans le développement de ces pays, c'est la continuité. On continue, on ne recommence pas. Et nous, on est dans des fois l'éternel recommencement parce que on se compare. Soit on se met au-dessus de quelqu'un, soit on pense qu'on est en dessous. Mais en réalité, on n'est ni au-dessus ni en dessous. Il faut se voir tous de manière identique et complémentaire à un moment donné dans un certain nombre de domaines. Et là, c'est pas une question d'ego. Ce que l'autre a fait, on peut aller plus loin. On peut l'améliorer. Et donc, on valorise ce qui a été fait par l'autre et puis on va beaucoup plus loin. Donc, on évite tous les antagonismes qu'il y a derrière ça et qui créent en fait cette situation où on a l'impression que quand quelqu'un arrive, il veut détruire tout ce que l'autre a fait et il veut recommencer. Non. Je pense que les Africains, les leaders africains doivent sortir de là, complètement. Ils doivent s'inscrire dans la continuité. Ils doivent avoir à reconstruire la dimension sociale et culturelle. Finalement, quand on regarde, c'est dans la culture que l'on puise tous les outils sociaux avec lesquels on peut aujourd'hui se développer. Mais bon, on est dans le 2e millénaire, c'est un millénaire particulier. C'est le millénaire de la relation, de la communication.
c'est pas un hasard que le début de ce millénaire a commencé avec le développement des réseaux de télécommunications, de l'Internet, de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça veut dire que dans ce deuxième millénaire, tout ce que l'on essaye de faire sans l'autre ne peut pas réussir. Et donc il y a une dimension communautaire. Il faut créer des communautés. Voilà. Il faut bâtir avec une communauté. Voilà. Et on est aussi dans une ère de liberté, une ère de technologie. Et c'est tant mieux parce que la technologie nous apporte des outils qu'on a perdus sur le plan culturel. Vous voyez ? Certes, on n'a plus un corps de garde, mais on peut se retrouver dans un groupe WhatsApp. Tout à fait. Et je crois qu'aujourd'hui, de nombreuses familles ne font plus des réunions en présentiel et peuvent aborder de plusieurs sujets sur WhatsApp. J'ai envie de poser une question qui est de savoir, et si tu devenais président de l'Afrique? Président de l'Afrique? Ouais. On revient dans les thèses de Kwame Nkrumah, des États-Unis d'Afrique et autre chose. Si tu devenais président des États-Unis d'Afrique, qu'allais-tu changer? L'éducation. Le système éducatif. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes aujourd'hui n'est que le résultat de tout ce que l'on a appris et qui est devenu comme un programme que nous ne faisons qu'exécuter. Et ce programme a été installé depuis l'enfance jusqu'à ce que nous devenions la personne consciente de ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc, il faut changer le système éducatif complètement, de fond en comble. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire avec l'école 241. Parce que les compétences techniques qu'on appelle les hard skills, on les acquiert où à l'école? Les soft skills, ça ne s'acquiert pas à l'école, ça s'acquiert sur le lieu de travail. Voilà, quand on a vraiment un environnement qui favorise aussi cela. Et puis les meta-skills, ça s'acquiert où? À la maison et dans certains environnements particuliers. Alors, nous on a mis les trois dans l'école. Compétences techniques, soft skills et meta-skills. C'est ça la nouvelle école africaine. C'est ça. Et alors, est-ce que vous travaillerez, ou peut-être que vous le faites déjà, mais est-ce que vous travaillerez avec le gouvernement pour mettre en place ce nouveau système éducatif? Parce que on voit bien, et ça c'est pas juste propre au Gabon et dans d'autres pays aussi, africains, en Europe, etc. On voit bien que le système éducatif ne marche pas. Alors, est-ce que vous avez cette opportunité de travailler avec les autorités et proposer cette nouvelle démarche, ce nouveau système? Oui, c'est pour ça que nous sommes une ONG, parce qu'on finit par faire des plaidoyers. C'est juste que nos plaidoyers sont appuyés de résultats. C'est-à-dire qu'on déroule nos programmes suffisamment longtemps pour analyser les résultats, donc les évaluer, et ça donne de la force à notre plaidoyer. Et nous sommes ouverts parce que nous, ce qu'on fait, c'est de l'innovation sociale. Vous voyez, on crée quelque chose, et une fois que cette chose marche, parce qu'on était un peu comme dans un laboratoire, on était dans une phase pilote, voilà. Et une fois que le pilote est concluant, ben on passe à l'échelle. Maintenant, il est question de passer à l'échelle, par exemple, concernant École 241. Voilà où nous en sommes. Alors, je ne sais pas si tu es aussi... je suis à la fois optimiste et à la fois inquiet. Et lorsque j'analyse la situation de notre continent, je me pose la question de savoir si on existera dans les 50 prochaines années en tant que continent fort, puissant et capable de donner une direction au monde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais où est-ce que tu vois l'Afrique dans les 50-10 prochaines années? Déjà, 70% des Africains sont jeunes.
ça veut dire que c'est une force. C'est une force en termes de force de travail. Main d'œuvre. Deux, c'est des gens très connectés. Donc ils ont accès à énormément de connaissances. C'est facile donc aujourd'hui de parler à la jeunesse africaine par rapport à il y a 30 ans. Donc ce message, cette vidéo que l'on fait, peut toucher la jeunesse africaine dans son ensemble, parce que du moment qu'ils parlent la même langue que nous, on peut faire quelques sous-titrages, on peut sous-titrer, mais on peut la toucher. Mais ce qui est important, qu'il faut noter, c'est qu'on est dans une ère de liberté. Cette ère de liberté emmène les hommes et les femmes de ce continent à vouloir entrer dans tout ce qu'ils appellent l'autodétermination. Et le nier serait source d'échec pour nous. Les gens veulent choisir leur propre voie avec laquelle ils veulent se développer. Et nous devrions plus être des accompagnateurs. Voilà, nous devions bien comprendre et accompagner. Être des accompagnateurs, des facilitateurs de la direction qu'ils veulent donner à leur propre vie. Voilà. Donc, je suis confiant. Ce continent sera très fort. Très, très fort. Alors, plus que 3 questions avant d'arrêter. Et je crois que j'ai vraiment envie de savoir ça. Qui sont tes mentors? Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Parce que finalement, tous les livres que je lis, je trouve derrière les auteurs des mentors. Je pensais en avoir que quelques-uns, mais non. J'en ai beaucoup. Finalement, en fonction des domaines, par exemple, je lis dans le talent, j'ai des mentors dans le talent. Ouais, je lis dans l'intelligence artificielle, j'ai des mentors dans l'intelligence artificielle. Finalement, en fonction des domaines dans lesquels on veut grandir, mais on trouve des gens qui ont quelque chose à dire de profond, de pertinent, pour soi. Hein, pour soi, ça nous parle à nous. Pas forcément à tout le monde. À nous. Alors, est-ce qu'il est important d'en avoir? Ah oui. Ah oui, parce que le monde, comme on dit, est complexe et on a besoin de créativité. Mais la base de la créativité, c'est la diversité. Alors, il faut avoir la diversité des points de vue. Alors, plus on écoute les gens, plus on a de points de vue et finalement, on prend celui qui semble être celui par lequel on pourra adresser la problématique à laquelle on fait face. Et puis, si ça ne marche pas, on prend un autre. Il faut cette diversité. Oui, il faut avoir des mentors, il faut en avoir beaucoup. Alors, quelles sont les leçons que tu as apprises d'eux? C'est vrai que ce serait impossible, certainement, de résumer, mais il y a certainement des leçons, je ne sais pas, 5, 3, peu importe, que tu as vraiment appris de tes mentors au point de vouloir les transmettre. Je lis un livre sur le code du talent et il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Il parle en réalité des Harvard en grillage à poules. C'est quoi les Harvard en grillage à poules? C'est en fait des lieux où il est allé et il a constaté que ces lieux étaient insignifiants mais sortaient des talents extraordinaires. Alors ça n'a rien à voir avec les très beaux endroits où tout est propre, tout est nickel, tout est resplendissant. Non. Et en fait, ce qui m'a intéressé dedans, parce que l'Afrique est faite de plein de choses comme ça. Et des fois, on se sous-estime. Parce qu'on se dit, ah tiens, j'ai pas le meilleur des bâtiments, donc je peux pas sortir les meilleurs talents. Ça n'a rien à voir. Ce livre montre qu'en réalité, c'est une affaire de méthodologie.
C'est pas une affaire d'endroit. Parce que on le voit dans des favelas, des endroits vraiment insignifiants. On arrive à sortir de grands joueurs de football au Brésil. On arrive à voir dans des endroits complètement décrépits des grands musiciens sortent de ces endroits. Et donc, le livre est fait d'histoires insolites où il a pris des environnements où ils ont utilisé ce qu'ils appellent la pratique approfondie. Et la pratique approfondie est composée de plusieurs choses. Mais l'élément central qu'il faut retenir dans la pratique approfondie, c'est qu'il y a la répétition, il y a un niveau de difficulté graduel, et qu'à chaque échec, on devient plus intelligent. Chaque échec nous rend plus forts. Alors, pourquoi, et c'est prouvé dans un autre chapitre scientifiquement, qu'il y a une substance qui s'appelle la myéline, qui est comme une substance qui recouvre justement nos neurones, et plus elle est épaisse, plus l'électricité, parce qu'il y a de l'électricité qui y passe, circule plus vite avec plus de force. Et plus elle circule plus vite avec plus de force, plus la personne est talentueuse. Mais pour que la myéline s'installe, il faut de la répétition. Il faut de la difficulté. Donc, il faut créer des environnements où il y a la difficulté et de la répétition, et au fur et à mesure, ils y arrivent. C'est ce qu'on fait à l'école 241. C'est intéressant de finir par découvrir qu'en réalité, on a suivi une voie, on a suivi un modèle, et puis après, il y a un mentor, un scientifique qui analyse tout ça et nous fait découvrir que voilà le modèle que vous avez utilisé. Donc, si on peut retenir une chose, continuons à échouer, ça nous rend plus forts. Continuer à échouer, ça nous rend plus forts. Donc, alors, vas-y. N'abandonnons pas. Continuons à avancer. On n'y arrive pas de la première fois. Et c'est même tant mieux qu'on n'y arrive pas de la première fois. C'est tant mieux. Parce qu'au fur et à mesure qu'on tombe et qu'on se relève, on devient plus fort. Voilà. Alors, quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir lorsque tu étais plus jeune, 20 ans? Et quel est le conseil que tu aimerais donner au Code Silver à 20 ans? Alors, j'aurais aimé plutôt être connecté à tout mon univers culturel. Parce que aujourd'hui, je tire beaucoup de cet univers culturel. Et cet ancrage culturel me donne une autre force, une autre énergie. Puisqu'aujourd'hui, on n'a que deux choses à gérer globalement, le temps et l'énergie. Le temps, il passe, qu'on le veuille pas. Mais l'énergie, c'est à nous de choisir dans quoi on veut la mettre. Et la dimension culturelle qu'on essaye de rattraper au fil du temps, on trouve dommage de ne pas l'avoir eu plus tôt. Et donc là encore, c'est quelque chose qu'il faut résoudre dans l'éducation, parce que on est plus fort quand on est qui on est dans son environnement. Qu'est-ce qui change les gens en réalité? Qu'est-ce qui est plus fort que l'être humain? C'est l'environnement. Et donc, très tôt, j'aurais voulu être plongé dans un environnement à forte consonance culturelle. Je pense que ça m'aurait donné un avantage sur beaucoup de choses que j'essaie de rattraper. Je prends un exemple. Nous allons tous à l'école, mais en réalité, on finit par comprendre que si vous partez et vous faites de bonnes études, vous arrivez à Harvard, et que vous faites droit à Harvard,
vous allez commencer votre premier jour de classe, et puis vous avancez, mais vous allez vous rendre très vite compte que certains sont meilleurs que vous, alors qu'ils viennent à peine de commencer. Mais en réalité, ils ne venaient pas à peine de commencer. Il y a très très longtemps, dans leur environnement culturel, qu'ils parlent des sujets de droit, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que leur constitution, qu'ils ont appris énormément de choses. Voilà. Quelquefois, ils sont juste venus prendre la reconnaissance du diplôme de Harvard. Alors, mais ils savent énormément de choses. Alors que nous, on arrive quasiment presque vide. Et on doit tout réapprendre. Alors que ça, eux, ils l'ont appris à la maison. Alors, j'ai juste besoin d'une précision et de comprendre. Lorsque tu parles de culture, tu fais référence à quoi? Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un débat auquel je refuse de participer parce que je considère qu'on le pose mal lorsqu'on parle de retour aux traditions, aux cultures, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... y a quelqu'un sur Internet qui a dit qu'il faut d'autres pour réussir adorent des cultes au crâne, etc. Est-ce que la culture, c'est le fait de renoncer, par exemple, au costume et retourner en mode raffia? C'est quoi la culture pour toi? D'abord, la culture, quelqu'un m'a dit, un professionnel du domaine culturel, il y a une différence entre l'art et la culture. La culture ne change pas. Elle n'a même pas vocation à changer. Et quelque part, quand on est dans un environnement culturel, on apprend de cet environnement-là. Après, on fait son choix personnel, mais il faut au moins que l'ensemble de ces savoirs, on les ait. Et aujourd'hui, quand on dit retour à la culture, moi je m'inscris, oui, dans le retour à la culture. Mais bien sûr, dans le choix de tout ce qui nous est utile. Parce que ce sont aussi des connaissances. C'est des savoirs, c'est des techniques qu'il faut avoir. C'est une approche différente. C'est une autre approche. On parle aujourd'hui de la pensée non linéaire, mais leadership, pensée non linéaire, pensée linéaire, tout ça existait en Afrique depuis. Tout à fait. Mais j'ai dû sortir quelque part de l'Afrique pour apprendre ça. Alors que ça existait là depuis des millénaires. Pourquoi? Je dis qu'il faut que je fasse en sorte que, pour moi et pour les générations futures, qu'on ait accès à ces connaissances. Donc il faut les exhumer, il faut rechercher, il faut faire de la recherche, et il faut qu'on ait accès à ces connaissances. Elles vont nous aider. Et on a dit plus d'intelligence aujourd'hui, moins de sagesse. Mais avant, on était reconnu être le continent de la sagesse. Alors il faut aller chercher toute cette sagesse, il faut la partager. Voilà. Alors, avant le mot de fin, avant la dernière question, où est-ce que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent pourraient se connecter à toi et quels sont tes futurs projets? Alors, futurs projets, on va dire grosso modo, je ne vais pas aller dans le détail parce que on est encore en train de travailler avec nos équipes. Les 10 dernières années, Dogwelab, on a construit tout un dispositif pour créer un vivier de talents. Voilà. Donc on était vraiment une grosse fabrique de talents et on va continuer à l'être. Mais les 10 prochaines années, on va mettre désormais un point, on va se focaliser sur la création des viviers de projets. Voilà. Donc parce que plus on aura de projets, plus on aura le besoin de talents. Donc c'est pour équilibrer justement la chose. Voilà ce qu'on va faire les 10 prochaines années. Alors pour la dernière question, et je sais que tu en es conscient,
nous quitterons tous la terre un jour. Quel est le message que tu aimerais que l'on retienne de toi, de ton passage sur la terre? Un chercheur qui a cherché à savoir pourquoi il était là. Et qui a décidé d'avancer en fonction de ce qu'il a découvert, voilà, sur sa mission de vie. Voilà. Et qu'il espère, j'espère qu'après moi d'autres vont continuer, qu'ils vont s'inscrire dans la continuité. C'est ça. Et c'est tout. Merci beaucoup, toi Silver. J'aimerais vraiment que tu saches que tu es l'une de ces personnes qui m'inspirent le plus. Et je crois qu'il n'y avait pas meilleur comme invité que toi, que de débuter mon podcast, notre show. En tout cas, merci beaucoup, je t'admire, je te respecte pour tout ce que tu es en train de faire. Et je crois que peut-être qu'il nous faudra d'autres émissions pour recueillir des témoignages et se rendre bien compte que tu as, au travers de ton travail et de ce que tu fais, tu transformes véritablement des vies. On espère qu'on te retrouvera prochainement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, un privilège de t'avoir. Merci encore. Merci parce que tu t'inscris justement déjà dans cette continuité. Je peux dormir tranquille et je sais que tu as déjà commencé à prendre le relais et à tirer beaucoup plus loin que nous, on a pu tirer. Ben, on est là, mais on sait que tu vas aller encore beaucoup plus loin. Et pendant qu'on est là, on va t'aider à repousser les limites. Merci. Merci. Allez, n'oubliez surtout pas d'aimer, commenter et partager la vidéo. Si elle vous a fait du bien, on espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.